Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je suis pédiatre et très rapidement pendant mes études, je me suis orientée vers la neurologie pédiatrique et j'ai eu la chance de faire de la recherche en fait juste à la fin de mon internat pour faire une thèse de sciences et finalement avoir un double parcours, recherche et enseignement et soins. Et donc, une fois que j'ai été diplômée et spécialisée en neurologie pédiatrique, j'ai continué de front le soin dans les maladies rares et puis en même temps la recherche en fait. Et donc c'est pour ça qu'ici j'anime une petite équipe de recherche sur les maladies du neurodéveloppement et à l'hôpital je suis responsable d'un centre de référence qui s'appelle déficience intellectuelle de cause rare dans lequel je prends en charge des enfants qui ont un syndrome de Rett, des polyhandicaps et des syndromes d'Angelman. C'est une maladie rare parce que ça touche ça touche entre 1 sur 15 000 ou 1 sur 20 000 naissances, c'est une maladie rare en fait. C'est une maladie qui est à l'origine d'une déficience intellectuelle avec une atteinte motrice et le plus souvent quand on a des enfants ou des adultes qui ont à la fois une déficience intellectuelle, une atteinte motrice, une grande dépendance, comme c'est le cas de ces patients-là, on appelle ça un polyhandicap. C'est une maladie qui a des caractéristiques particulières, c'est initialement un retard de développement avec une hypotonie, une absence de langage, et puis après des signes très particuliers de cette maladie qui sont ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire des activités gestuelles assez rythmiques qui sont bien connues, des troubles du comportement avec des rires immotivés, qui sont pas des rires parce qu'ils sont joyeux, mais des rires parce qu'ils sont stressés, ces enfants-là, un trouble de la communication, une absence de langage, le plus souvent une épilepsie. Des troubles du sommeil, parfois des troubles nutritionnels. À l'âge adulte, ils ont tendance à avoir un surpoids qui est aussi lié à la maladie. Plus la prise en charge est précoce, adaptée au niveau du handicap, en particulier moteur, plus la vie est proche de la norme. Ils atteignent l'âge adulte dans la majorité des cas. Il n'y a pas de traitement curatif. C'est une maladie neurodéveloppementale d'origine génétique pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de traitement curatif qui rend les enfants normaux. Il y a une prise en charge qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire une stimulation le plus précocement possible dans toutes les difficultés qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on recommande très rapidement d'avoir une prise en charge motrice pour les aider à se battre contre les troubles de l'équilibre. Ils ont une caractéristique qui s'appelle l'ataxie, donc ils ont du mal à tenir debout, ils ont un retard de la marche. Et quand ils marchent, ils ont des périmètres de marche qui ne sont pas comme n'importe quelle autre personne, ils sont toujours en instabilité. Donc ils ont une prise en charge motrice qui est indispensable le plus tôt possible, le plus longtemps possible. Ils ont aussi des troubles de la communication puisqu'ils ne parlent pas et donc il faut les rééduquer avec une prise en charge de la communication, avec des techniques de communication alternatives, des tablettes, des pictogrammes, des choses comme ça, par des orthophonistes ou des psychomotriciens. Et ils ont parfois des troubles de l'oralité, ils ont souvent la langue qui a une protrusion linguale avec parfois un bavage, donc l'orthophonie est importante. Et ils ont besoin d'un accompagnement éducatif adapté pour les aider à avoir une place dans la société, sachant qu'ils seront toujours dépendants. En France, on essaye de mettre en place toute cette prise en charge, mais c'est une prise en charge lourde, puisqu'il faut idéalement un kiné, un psychomote, un orthophoniste, un éducateur spécialisé, etc. Et partout, les enfants de France n'ont pas ça. Les parents essayent de se battre au maximum pour avoir cette rééducation, mais le plus souvent, elle n'est pas top, elle est perfectible. Dans les pays du Maghreb, les parents, il n'y a pas de prise en charge publique et donc les parents s'efforcent pour mettre en place ces différents professionnels. Et la plus grosse difficulté dans les pays du Maghreb, c'est l'insertion à l'école et dans les instituts spécialisés. Puisque les enfants qui ont un syndrome d'Angelman en France, le plus souvent, vont aller en maternelle. Ils ont une inclusion scolaire qui est quasiment obligatoire, avec une auxiliaire de vie scolaire pour aider l'école. Et très rapidement, entre 4, 6, 7 ans, ils intègrent des instituts médico-éducatifs qui sont des instituts spécialisés, adaptés à leur niveau de dépendance et adaptés aussi aux besoins de rééducation. Dans les pays du Maghreb, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas et la plupart des patients qu'on voit, la plupart des parents qu'on voit, ils viennent et nous disent l'enfant est à domicile, on paye des aides humaines, mais en tout cas notre enfant n'est pas socialisé et l'angoisse de tous ces parents c'est qu'est-ce qui va devenir quand on aura disparu. Ça a une répercussion sur tout le tissu familial. J'ai tendance à penser que ça peut être aussi une richesse.
C'est-à-dire que le plus souvent, la fratrie grandit autour d'un enfant qui est différent et qui a un handicap. Évidemment, c'est mieux de ne pas en avoir, mais ça a un impact pas que négatif. En tout cas, on construit une vie, les parents le disent très bien, quand on apprend qu'on a un enfant qui est différent, qui a un handicap, on invente une nouvelle vie. Et ça, c'est très important de leur faire passer ce message. La plupart des syndromes d'Angelman, c'est des maladies de novo où on fait le diagnostic une fois qu'on a l'enfant malade. D'accord ? Donc, les symptômes, les signes sont suffisamment évocateurs, on ne risque pas de l'associer ou d'évoquer éventuellement un autre syndrome. Plein de fois, plein de fois. Puisqu'au départ, les symptômes ne sont pas évidents. Une hypotonie, des troubles alimentaires. On peut avoir des retards de diagnostic qui peuvent être jusqu'à 2-3 ans. Ça dépend du premier médecin qu'on rencontre. S'il est expérimenté, il a déjà vu un syndrome d'Angelman, il va faire facilement le diagnostic. C'est vrai aussi que le diagnostic, on peut le faire avec des examens chromosomiques simples et accessibles. Donc, pour tout ce qui est des lésions, par exemple, qui est quand même l'immense majorité des syndromes d'Angelman, les généticiens font assez facilement le diagnostic. C'est pas il n'y a pas besoin d'avoir des stratégies de biologie moléculaire extraordinaires pour faire le diagnostic du syndrome d'Angelman. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le diagnostic au Maghreb. C'est que finalement, les outils diagnostiques ne sont pas exceptionnellement perfectionnés. Donc, il peut y avoir un retard au diagnostic parce qu'il y a des formes qui sont vraiment très perturbantes. Je pense à une petite fille qui disait quelques mots alors que traditionnellement, on dit un enfant d'Angelman ne parle pas. Et on a fait le diagnostic sur un séquençage d'exomes un peu par hasard. Je ne pense pas qu'il y ait des grosses difficultés d'accès au diagnostic. Et la maladie est quand même relativement reconnaissable, soit par la clinique, soit par l'électroencéphalogramme, soit, oui, ça va être les différentes manières de faire le diagnostic. Comme le diagnostic, c'est souvent des mutations de novo, le risque de récurrence, il est lié à une mosaïque germinale. C'est-à-dire, en gros, il y a 10% de risque qu'il y ait un nouveau cas dans la famille. Donc, on propose un diagnostic prénatal sur le cas index. Mais tout un chacun qui dit, un couple qui vient et dit voilà, je suis enceinte, j'ai peur d'avoir un enfant qui a un syndrome d'Angelman, on ne lui propose pas un diagnostic prénatal en disant ne vous inquiétez pas, on va faire un diagnostic d'Angelman en anténatal. Ça n'existe pas. D'accord. Okay. Les garçons et les filles sont logés à la même enseigne ou est-ce que c'est une maladie qui impacte plus alors là, pour le coup, c'est une maladie autosomique, donc garçons et filles. On parlait de diagnostic différentiel, je veux bien qu'on dise un mot sur le syndrome de Rett. Ouais. Quand on regarde dans les livres, la présentation clinique du syndrome de Rett et du syndrome d'Angelman est très différente. Le syndrome de Rett, ça touche que les filles déjà. C'est une maladie qui est liée à l'X, aussi des novos, il n'y a pas... Souvent, ce n'est pas d'histoire familiale. Mais la différence, c'est que dans le syndrome de Rett, les petites filles ont une période de développement normale ou subnormale et ensuite une régression autistique. C'est-à-dire qu'elles sont normales jusqu'à 12-18 mois et ensuite perdent complètement le langage, l'utilisation des mains. Et puis ensuite, elles récupèrent un contact vers l'âge de 2, 3, 4 ans avec un pointage visuel d'une excellente qualité et des stéréotypies. Les petites fillerettes, elles ont parfois des sourires et parfois même des rires émotivés qui fait que dans certains cas, on peut confondre une enfant avec un syndrome de Rett avec une enfant qui a un syndrome d'Angelman. Mais quand on a un peu l'œil, la différence, elle est quand même, on fait facilement la différence. Mais ça fait partie des diagnostics différentiels très classiques, hein, ça c'est sûr. Les autres diagnostics différentiels, c'est toutes les maladies monogéniques rares, je pense au Pitt-Hopkins, je pense à d'autres maladies sur lesquelles il y a des points communs. En gros, il y a un trouble sévère du développement, une hypotonie, des troubles du spectre autistique, des stéréotypies, une absence de langage. Et donc là, pour le coup, il y a beaucoup de maladies qui donnent ça. Je veux bien qu'on dise de manière rapide la prise en charge. Vous évoquiez le fait qu'ici en France, les enfants en général sont scolarisés. En maternelle. Ils dépassent pas la maternelle. Hein. Le plus souvent, c'est quand même des enfants qui sont dépendants. Ne serait-ce qu'à cause de leur ataxie, il faut les aider. Du fait qu'ils ne parlent pas, il faut bien qu'il y ait un accompagnement. Et donc, en fait, très rapidement, eux-mêmes, les enfants, ne bénéficient plus de l'école à partir de la grande section de maternelle. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là et ils voient la connaissance passer, l'éducation passer. Mais quand on apprend à des enfants à compter, à lire des lettres, à associer des syllabes, c'est pas ce qu'on doit apprendre à des enfants qui ont un syndrome d'Angelman. Si on arrive à leur donner un tout petit peu d'autonomie, manger, aider à l'habillage, participer à la toilette, obéir à l'ordre simple, c'est déjà extraordinaire. Il ne faut pas avoir des objectifs éducatifs trop élevés, sinon on les perd complètement. Vous évoquiez tout à l'heure que ce sont souvent des enfants qui souffrent de crise d'épilepsie. Oui, c'est fréquent. Du coup, quel est le traitement? Enfin, principalement, ces enfants, on a vu que ces deux syndromes n'étaient pas
on n'en guérissait pas, mais effectivement, est-ce que c'est une prise en charge des traitements médicamenteux lourds? Comment ça se passe? Non, non, la rééducation est lourde, les traitements médicamenteux ne sont pas vraiment lourds. L'épilepsie est un problème, mais elle se traite. Les Angelman ont rarement une épilepsie pharmacorésistante pour laquelle il faut développer des traitements innovants, des choses très compliquées. Dans la majorité des cas, c'est facile à prendre en charge. C'est sûr qu'à l'annonce du diagnostic, c'est probablement l'un des symptômes qui refroidit beaucoup les parents. Il risque que tu aies des crises d'épilepsie, une impression de mort imminente. On arrive à discuter avec eux en leur expliquant que l'épilepsie, ça fait partie des symptômes. C'est un symptôme qui est impressionnant parce que l'enfant peut tomber, l'enfant peut se faire mal, l'enfant perd le contact, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une décharge du cerveau qui entraîne un comportement très anormal pendant une période. Ça ne détruit pas de neurones, ça ne fait pas mourir les enfants. Et une fois qu'on explique bien aux parents qu'une crise d'épilepsie, c'est ni plus ni moins qu'une décharge du cerveau qui fait qu'on a un comportement anormal, ils arrivent à comprendre, ils arrivent à gérer, ils arrivent à éviter la surenchère de traitement parce que c'est la pire des choses dans cette situation de handicap, c'est d'avoir 3, 4, 5 anti-épileptiques et des enfants qui sont complètement shootés. Comment vous jugeriez la qualité de vie de ces enfants qui sont atteints, en l'occurrence du syndrome d'Angelman? Est-ce qu'on peut dire qu'ils vivent avec une bonne prise en charge pratiquement normalement, entre guillemets, même si le mot normal... Ouais. J'ai envie de dire oui parce qu'ils sont portés par des parents qui sont très courageux et que les parents sont assez incroyables dans cette histoire, donc ils s'adaptent complètement et ils favorisent une qualité de vie qui est celle d'enfants comme les autres. J'ai envie de dire que c'est plutôt la qualité de vie des parents qui est plus dure que celle des enfants. Parce que ces enfants qui ont des gros troubles du sommeil, par exemple, qui peuvent être réveillés, passer des nuits blanches. Encore hier, on a discuté avec des parents, une fois par semaine, ils ne dorment pas. Voilà. Mais on a l'impression que c'est des enfants qui sont heureux quand même. Donc, c'est une impression que c'est pas des faciès douloureuses, mais c'est difficile, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ces enfants-là. Mais on n'a pas l'impression que ces enfants qui ont des faciès douloureux, des faciès tristes, des faciès de souffrance, on n'en voit pas. Enfin, j'en vois pas. Je ne vois pas d'adultes. Oui. Je ne vois pas d'adultes, je vois que des enfants. Donc, jusqu'à quel âge, du coup, c'est vraiment... la limite théorique de la pédiatrie, c'est 16 ans. Alors après, évidemment, les parents sont très attachés à nous pédiatres parce qu'évidemment, c'est nous qui les avons accompagnés dans toute l'enfance. Donc c'est difficile ce qu'on appelle la transition vers les équipes d'adultes, mais elle est nécessaire parce qu'ils ont des problèmes d'adultes qu'on ne maîtrise pas, nous pédiatres. Donc on en parle, hein. On en parle de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'à 13, 14 ans, on commence à en parler. J'en ai quitté à 18 ans, j'en ai quitté à 16. J'en ai quitté à 20. Donc, ça reste malgré tout des jeunes adultes en devenir qui restent sous surveillance médicale. Ouais. C'est surtout pas la surveillance médicale qui est le plus important, c'est la dépendance vis-à-vis de la société, c'est-à-dire qu'ils ont le plus souvent pas d'appartement seul, ils sont pas du tout autonomes. Donc ils vivent dans des maisons d'accueil spécialisées, dans des foyers, ils ont besoin d'avoir une structure éducative et de soins permanente. Les places sont suffisantes dans ces foyers, dans ces structures d'accueil? Bien sûr que non. C'est un tiers des enfants, des adultes polyhandicapés qui n'ont pas de place. Avec parfois des séparations épouvantables pour les familles. Ouais. On évoquait le fait qu'effectivement le nerf de la guerre sur la recherche à laquelle vous participez. On parle beaucoup des myopathies à l'occasion du Téléthon. L'argent qui est donné au moment du Téléthon participe également à financer des programmes du syndrome d'Angelman, j'ai pas la notion, je crois pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives pour traiter le syndrome d'Angelman, en particulier aux États-Unis. Ils travaillent sur les mutations d'empreinte, lever l'empreinte, des choses comme ça. Il y a des vraies initiatives de traitement curatif. Pour l'instant, pas de traitement. Il y a une fondation qui s'appelle FAST, qui est une fondation pour l'Angelman aux États-Unis, qui finance ça, mais l'AFM, c'est pas à ma connaissance. Plus embêtant, à ma connaissance, il n'y a pas d'équipe de recherche fondamentale en France qui travaille sur l'Angelman. Mais on est en Europe, donc le plus important, c'est d'être dans des collaborations européennes pour que des équipes, par exemple, je pense aux Pays-Bas, parce que je connais bien les équipes du Pays-Bas qui travaillent sur l'Angelman, eux, ils sont très moteurs. Et l'important, c'est qu'ils aient identifié les centres où si toutefois il y a un impact thérapeutique ou des thérapeutiques à mettre en place, ils sachent que c'est là qu'il faut faire parce que c'est là où sont les enfants. C'est la question, c'est pas forcément d'organiser la recherche, l'important c'est d'être visible pour la recherche. Parce que chaque maillon est important, celui qui travaille sur la souris
il va avoir besoin des experts médicamenteux, et du médicament, et ils auront besoin des patients au moment ou à un autre. Et l'important, c'est que tout le monde soit visible. Pas que tout le monde fasse la même chose que les autres. Tout le monde n'est pas obligé de faire de la souris. Par contre, celui qui travaille sur la souris, il faut qu'il sache où il peut essayer son médicament, s'il a une preuve d'efficacité et de sécurité pour les enfants. Vous êtes en contact avec les familles d'Afrique du Nord, on l'a évoqué tout à l'heure, mais avec vos confrères d'Afrique du Nord, tunisiens, algériens, est-ce qu'ils vous évoquent leurs difficultés éventuellement à travailler, est-ce qu'ils vous sollicitent? Alors, pas précisément pour ces maladies, parce que pour ces maladies, en fait, ce qui se passe, c'est que la difficulté, elle est vraiment dans la prise en charge sociale et éducative. C'est-à-dire que les médecins ne se sentent pas en difficulté à partir du moment où ils posent le diagnostic, ils voient les enfants. Ils ont l'impression de bien travailler, puisque finalement, ils ont vu un enfant qui a un retard du développement, ils font le diagnostic, ils les voient tous les ans, ils tapent les réflexes, ils voient qu'il n'y a pas trop de scoliose, enfin, qu'il n'y a pas trop de complications, ils font leur travail assez sereinement, puisque ce n'est pas très compliqué de prendre en charge ces enfants-là sur le plan médical. Mais sur le plan socio-éducatif, malheureusement, les médecins ne peuvent rien faire. C'est des changements politiques. Les questions des parents, elles sont là-dedans. Elles ne sont pas sur le fait que le docteur est bon ou mauvais. Le docteur est forcément bon, il n'y a pas de problème. Mais la prise en charge, c'est ça le problème principal dans ces pays-là. Du coup, ça n'encourage pas certaines familles vivant en Afrique du Nord à vouloir tenter de venir, de s'installer Je le déconseille. Moi, évidemment, c'est tentant parce qu'ils ont l'impression que c'est l'Eldorado. C'est vraiment l'endroit où il faut être pour soigner le mieux possible son enfant. Moi, je déconseille à tous les parents de faire ça. Ils sacrifient leur famille, les fratries, ils sacrifient leurs racines. Et pas forcément pour le meilleur, parce que l'enfant, la famille déracinée avec l'enfant dans la bonne IME, eh ben, tout le monde est malheureux. Parce que c'est pas non plus extraordinaire d'être en IME. C'est mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça ne vaut pas le coup. Je le dis à tous les parents, il faut pas faire ça. Il vaut mieux, effectivement, réorganiser sa vie, peut-être faire des sacrifices à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un village, pour qu'il y ait une communauté qui soit autour de l'enfant différent, localement, tout le monde heureux, tout le monde dans son pays, dans sa racine, dans sa ville, mais c'est beaucoup plus constructif pour l'enfant d'avoir un univers équilibré que de déraciner tout le monde pour le mettre dans une IME. Ça, c'est sûr. On crée d'autres problèmes. On crée des problèmes infiniment plus grands. Ce que je dis à tous les parents, c'est... La première chose, c'est que je renouvelle ce que la plupart des parents m'ont dit, c'est quand on annonce à des parents qu'on a un enfant qui est différent, il faut s'inventer une nouvelle vie et il faut accepter de rebondir avec une nouvelle vie. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est important d'avoir comme quête le traitement curatif parce que c'est le graal absolu de guérir son enfant. Mais il est incertain et je pense qu'il faut profiter tous les jours de la vie avec un enfant différent plutôt que de griller sa vie dans l'objectif de le guérir. Il vaut mieux profiter de ses progrès, l'aider à progresser avec les moyens du bord plutôt que de chercher éperdument le traitement curatif qu'on n'aura peut-être pas. Et donc vraiment profiter de chaque jour de la vie de ces enfants-là qui est enrichissante pour eux, pour tout le monde et avant tout. Je ne dis pas qu'il faut perdre de vue le traitement curatif. C'est évident qu'il faut y penser. Évidemment qu'il faut contribuer à ça, mais ça ne doit pas être l'obsession des parents. Il y a quelques parents qui sont totalement, ils n'ont tellement pas accepté la maladie qu'ils la rejettent tellement que la seule chose qui les intéresse, c'est le traitement chez la souris. Mais du coup, ils ne profitent pas de leur enfant à l'instant présent et de ses progrès et de ce qu'il est capable de faire, et de la vie qu'il arrive à construire. Vous pouvez qu'encourager les parents, les proches de personnes qui souffrent de ces syndromes comme d'autres maladies, de s'organiser, de se fédérer en association de patients. Évidemment. Évidemment, parce que c'est tout bête, mais il n'y a pas de meilleurs échanges que des parents qui vivent la même chose que vous. Ça peut être tout bête, c'est l'aménagement d'une salle de bain, ça veut dire comment est-ce qu'on met un body, un enfant qui n'est pas propre à 12 ans. Il y a des choses de la vie quotidienne que seuls des parents peuvent échanger entre eux. Et puis on fait ça aussi sur un mode ludique et pas sur un mode le docteur ou l'éducateur et les parents. À un moment, il faut quand même échanger au même niveau et ça va être très agréable. En tout cas, pas aller dans l'isolement. Surtout pas l'isolement et surtout pas seulement la relation duel avec les éducateurs. Parce que c'est triste. Merci professeur. Il n'y a pas de quoi.